Au démarrage des aventures d'entrepreneurs, il y a bien souvent une révolte. Une révolte contre une situation qu'on vit, qu'on subit, qu'on n'accepte plus, mais ça peut aussi être une révolte contre un dysfonctionnement économique, un dysfonctionnement sociétal, social ou un problème écologique qu'on a envie de résoudre. Cette révolte créative, elle parle de l'entrepreneur, de sa personne, de besoins profonds qu'il a en lui et qui sont jusqu'alors insatisfaits. Et cette révolte, elle donne à l'entrepreneur une énergie formidable et l'audace de lancer son projet. Elle l'aide aussi à surmonter les obstacles qui ne manquent pas de se présenter. Ce fut le cas pour mon invité de ce jour. Il a fondé une entreprise magnifique qui fait aujourd'hui référence dans le monde de la franchise. Il nous parlera de sa révolte initiale qui encore aujourd'hui l'incite à faire toujours autrement. Son parcours d'entrepreneur n'avait pourtant au départ rien d'évident. Mais vous allez être impressionné, comme je le suis, par son histoire, qu'évidemment, il continue à écrire, tiré aussi par une quête profonde, celle du sens, du partage et d'un leadership inspirant. Benoît Lahaye, bonjour. Bonjour Bruno, ravi d'être ici avec toi. Ah ben, c'est un plaisir de t'accueillir. Alors, Benoît, tu as créé la société Attila en 2003, tu nous raconteras son histoire. Et aujourd'hui, le réseau Attila réalise un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en prestations de services avec 1300 collaborateurs. Et la particularité, c'est que Attila s'est développé sur le modèle de la franchise avec aujourd'hui une centaine de franchisés. Alors Benoît, qu'est-ce que c'est le métier d'Attila? Quels sont les services qu'il propose et à qui? Alors le métier d'Attila est un métier et qui a pour ambition de prolonger la durée de vie des toitures industrielles. C'est l'idée de ne pas générer de déchets et de prolonger de 5 ans, 10 ans, 15 ans tous les professionnels qui ont un toit au-dessus de leur tête. Donc on va faire de la maintenance, du contrat d'entretien, du remplacement de pièces pour optimiser la durée de vie du toit et éviter les déchets. Mmh. Et les surfaces que vous entretenez pour un client, ça va Eh de bien, c'est quoi nos les surfaces? clients, peuvent être une commune, un syndic, une grosse base logistique. Donc on va aller de la petite, maison qui, couvre les toilettes d'une commune jusque, des entrepôts, Amazon qui font, 30 000 m². Donc vraiment c'est très large. Ça peut être une église, ça peut être, tout ce qui va être géré par des professionnels. Mmh. Bah, justement, c'est alors qu'est-ce qu'il faut avoir comme, technologie, technique pour intervenir sur les toits? C'est quoi le genre de prestations? Donc on va être sur des prestations qui vont, reposer sur, énormément d'innovations en ce qui nous concerne. Par exemple, sur les toitures bitume, on a interdit la flamme, ça a été un gros Ouais. chantier. Il a Mmh. fallu, aller voir en Suède, en Finlande, découvert des termes qu'on appelle la terre de diatomée, des choses comme ça. Ça va être de l'innovation sur, les drones, mais chez Attila, la grosse innovation, elle est managériale. Elle est dans l'expérience perçue par le client et on a une école de formation dédié pour qu'on puisse faire des états des lieux, des rapports de visite, Mmh. de la projection, d'investissement pour nos clients, d'où cette logique d'entreprise de service, alors que le produit final est très concret, très Mmh. très technique avec des normes, et des sujets assurantiels importantes. Mais on va travailler la proximité avec le client. Mmh. OK. Alors Benoît, en introduction, j'évoquais la révolte, créative de l'entrepreneur et ta révolte à toi, elle t'a conduit à te construire en opposition à un contre-modèle. Tu vas nous expliquer ça? Parce que je t'invite à nous raconter cette histoire et les découvertes que tu as faites et que tu continues de faire encore sur l'entreprise, sur la vie. Parce que j'ai bien compris qu'au fond, la finalité de tout ça pour toi, ça va bien au-delà des toits, bien au-dessus des toits, bien plus profond que les toits. Voilà. Alors, c'est quoi le démarrage et cette révolte, créative qui t'a conduit là? Alors moi, j'ai une croyance profonde, c'est qu'on est le produit de son enfance et que nos actions sont souvent conduites par ça quand on les comprend. Et moi, j'ai évolué. Je suis né dans l'artisanat français avec un père et je me suis ensuite marié, avec, Laure, la maman de mes enfants, qui elle aussi, son père était entrepreneur et ce modèle, que j'ai subi
puisque, voilà, je ne l'ai pas du tout apprécié parce que c'était des hommes qui étaient, extrêmement durs, parce que leur vie était dure, parce qu'ils se la rendaient dure, parce que leur sujet, c'était l'exécution d'une tâche et finalement, ils n'avaient pas de temps pour leur famille. Ils étaient, vraiment obsédés par, l'exécution de leur chantier, et donc pas de vacances ou très peu, pas de développement personnel. La formation était pas un sujet pour eux et donc ce côté focus, tourné vers eux a été douloureux pour moi et Mmh. à tel point qu'à 14 ans, je voulais surtout pas être chef d'entreprise. C'était, synonyme, de bagne pour moi, Esclavage, de bagne. entrepreneur, c'était de l'esclavagisme. Ouais, Donc, ouais. je me suis dit, en évoluant, plus jamais ça. Et c'est Mmh là mh. où on pourra, Mmh. développer comment j'en suis arrivé à Mmh. m'intéresser bien plus qu'aux toi. Mmh. Et en préparant cette, séquence ensemble, tu disais qu'en plus tu étais pas un enfant très à l'aise à l'école? Non, c'est là où à un moment donné, je pense que dans ma personnalité, bon déjà j'ai un côté, évidemment, qui aime bien, combattre, mais à l'école, c'était vraiment pas du tout, fait pour moi. Donc j'ai eu la chance de rentrer, après l'école, après la troisième, de rentrer puisque quand même, hein, mon père était artisan, donc j'ai découvert le monde des compagnons du devoir. Mmh. Et je suis rentré, dans cette grande école où là, le sens est premier, la logique de pensée nous est enseignée et ça m'a éclairé. C'était une formation qui pour moi, m'a donné plein d'outils, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, voilà, c'était vraiment très riche cette formation qui, donne de la fierté au métier, manuel et qui nous oblige à Mmh. penser et à mieux Mmh. manager. Un peu en contradiction avec la mauvaise image que tu avais précédemment. Exactement, c'était vraiment, les compagnons de devoir ont été une grande école pour moi. Ouais, ouais. Et du coup, tu t'es mis à réussir en arrivant dans ce milieu-là? Alors, ça a été, tout a été chamboulé, ma vie a été chamboulée. Non seulement je faisais quelque chose qui avait du sens, c'est pour ça que ces métiers manuels, on doit bien comprendre à quel point, il faut pas avoir peur d'envoyer ses enfants, dedans puisqu'on peut vraiment faire tellement de choses. Mais ça a été un chamboulement puisque je devenais utile à la société, je faisais des choses dans lesquelles j'étais reconnu, je suis devenu le 1er de ma classe, et puis, avec une soif d'apprendre puisque ça faisait sens pour moi, une soif d'apprendre incroyable. Donc j'ai été d'abord, apprenti, j'ai été, ouvrier qualifié, j'ai été, maître ouvrier, j'ai été chef de chantier et puis ensuite j'ai été, conducteur de travaux, où là, Assez jeune, hein, je crois? avec Assez tout jeune? assez très jeune, 19 ans. 19 ans, voilà, mes premières responsabilités, c'était, manager des hommes de plus de 50 ans à 18 ans, puisque j'avais déjà, 5, presque 6 ans de métier chez les compagnons. Donc techniquement, j'étais, très affûté et donc j'avais des responsabilités qui étaient pas faciles à faire sur des chantiers, avec des hommes qui étaient très durs, mais avec qui ça s'est finalement bien passé. Et Oui. donc ensuite, oui, cette évolution m'a amené à prendre de plus en plus de responsabilités dans l'organisation des entreprises, jusqu'à être, chef, chef d'une entreprise, entre on va dire conducteur de travaux où là, tout a basculé, on va dire ça comme ça, Bruno, tout a pris une résonance. Hem, c'est que je devais faire un devis d'un démoussage d'église et je l'ai établi, c'était pour une commune, la commune de Montbou. Et cette commune, eh bien, elle a retenu le devis et elle m'a signé le bon de commande. Mmh Et mh. quand je suis rentré chez mon patron et je me suis fait engueuler parce qu'il Ah oui. n'avait aucune envie de démousser des toits. Ah, parce qu'il faisait pas ce métier-là, il était Bah, couvreur quand même, hein? C'était voilà une et entreprise ça de couverture? Ah oui. exactement. Pour moi, ça faisait partie de notre métier, mais pas dans son esprit. Ah Donc oui, je oui, sais oui. pas, moi, j'avais déjà cette idée d'entretenir, de prolonger, j'avais déjà ça même à 19 ans. Et donc, Mmh. comme j'ai été vexé et que j'ai cette, envie de ne Ce jamais refus? subir, oui, Ah oui. j'avais pas envie de subir mon environnement puisque mon père, mon beau-père l'avaient subi eux et je me refuse de subir l'environnement. Je le vois tout le temps comme une opportunité et du haut de mes 19 ans, j'ai dit: «Bah, c'est pas grave, je vais inventer un robot télécommandé qui va le faire tout seul». Bon là, j'avais dit quand même une grosse bêtise parce que
tout le monde m'a jeté dehors, les bureaux d'études, vous avez pas d'argent, c'est n'importe quoi. Et puis à force de ne pas lâcher ses rêves, j'ai rencontré, lors d'un mariage, un oncle qui m'a dit: «Bah, moi je peux t'aider. J'ai un Mmh. BTS, électrotech», donc ça a commencé cette histoire de robot avec un balai de cantonnier coupé en 2 avec une tige filetée de 12 et une perceuse pour voir si on pouvait retirer de la mousse sur des toits. Le Le prototype. proto, c'était ça. Et puis, je vous passe les détails parce qu'il y a eu des nuits blanches et des fous rires et des engueulades et des peurs. Mais dans cette conviction, au bout de 2 ans, les banques m'avaient suivi, un petit jeune à qui on prête, peut-être 10 000 euros. J'avais l'impression d'avoir endetté, 3 générations que je pourrais jamais rembourser. Et la mairie m'avait accordé avec ma force de conviction, de garder le chantier pendant 2 ans. Et quand j'ai posé ce Incroyable, robot ouais, incroyable et quand qu'ils aient j'ai posé ce patienté 2 ans. robot Mmh. ouais, 2 ans. 2 ans de combat, 2 ans de conviction, 2 ans d'échecs et 2 ans de réussite. Et donc ce robot a été posé sur le toit de l'église et un monsieur s'est arrêté à côté de moi, qui devait être prof d'histoire géo, j'imagine. Et il me dit, «Dites donc, c'est incroyable, derrière votre robot, il y a plus de mousse». Et il me fait penser au chef des Huns: «Où Attila passe, l'herbe ne repousse pas». Ah, c'est ça, d'où le nom de l'entreprise aujourd'hui. Mmh. Voilà, exact D'accord. exactement. Voilà. Et donc voilà, donc ça a été pour moi, la possibilité, de créer mon entreprise puisque mon employeur à l'époque m'a autorisé à créer une EURL, a eu la gentillesse de me confier le chantier et j'ai pu exécuter ça. Et l'aventure était née et elle a pris une ampleur, complètement incroyable, par la suite. Alors tu as la modestie de ne pas dire que tu as reçu la médaille d'or du concours Lépine en 2003 quand même pour ce robot. C'est vrai parce que on a fait 3 fois la première page de L'Éclaireur qui est un journal local à dans le Gâtinais et le président du concours Lépine est tombé dessus et m'a dit: «Monsieur, faut que vous fassiez le concours Lépine». Et en effet, j'ai obtenu la médaille d'or au concours Lépine. J'ai découvert ce fameux concours que je connaissais pas. J'ai découvert le monde de l'invention qui est un monde incroyable, exceptionnel, et du coup, c'était passionnant et une vraie reconnaissance, hein. La médaille d'or au concours Lépine, c'est quand même assez exceptionnel, oui. Bah, carrément. Donc tout ça, ça t'a encouragé à dire: «Bah, finalement, mon patron me donne l'autorisation de créer mon entreprise. J'ai ce robot-là». D'ailleurs, il continue de fonctionner ce robot? Il a fait des petits? Il a des petits frères, des petites Non, sœurs? Il continue? non. Alors en fait, on a des technologies aujourd'hui qui sont plus abouties. Ça a été une aventure exceptionnelle, le robot, mais déjà c'était pas un robot, c'était des robots, très compliqués à entretenir suivant les types de tuiles, de formes. Et puis ensuite, c'était pas l'image qu'on voulait véhiculer puisque ce robot, il avait un impact où les clients ne retenaient que le démoussage. Ah Et oui, c'est aujourd'hui, ça. le démoussage dans l'entretien des toits, c'est que 3 des Ah oui, 130 millions. Donc ah cet, ouais, impact n'était pas non plus très ah bon. oui. On a Mmh. gardé le nom qui est très impactant. D'accord. Donc fort de tout ça, tu décides de créer ton entreprise qui est devenue Attila aujourd'hui. Ça s'est appelé Attila dès le démarrage d'ailleurs? Oui? Ça s'appelait Attila System en faisant référence Ah au oui, robot et comme oui, oui. rapidement on a Ah oui. arrêté le robot, on a renommé Attila et voilà, Attila et notre positionnement, c'est vraiment défend le capital toi. OK, d'accord. Bah, moi, j'aime bien faire parler les entrepreneurs de comment ils ont trouvé leurs premiers clients, parce que c'est quand même le plus important au démarrage de l'entreprise. Comment tu t'y es pris, fort de ce début d'expérience que tu avais pour, décrocher tes premiers contrats? Écoute, c'est une très bonne question pour une raison simple, c'est que je crois que c'est le truc qui m'a le plus terrorisé de tout l'entrepreneuriat que j'ai fait. Aller chercher un client, mais c'est horrible. C'est horrible d'avoir peur de gêner, d'avoir peur de déranger. Et ben écoute, j'ai, fait, parce que t'as pas le choix, tu es dans un processus, donc j'ai fait mes plus belles plaquettes, et puis j'ai été voir les mairies, les Mmh. unes après les autres, avec toutes les difficultés. J'ai fait du fax mailing à l'époque, c'était du fax mailing et je me rappelle très bien avoir fait un envoi de 200 fax et avoir eu, 24 retours et donc on était à 10 et j'étais
pas content. Je me dis: «Mais comment ça se fait que ça intéresse pas plus de monde?» Et j'ai découvert après que, ça existe pas en fait, hein, 10 de retour. Et puis, c'était l'époque des journaux, hein, où on mettait des petites pubs dans les journaux, et donc il y avait c'était le marketing de l'époque, hein, dans les journaux. Mmh. Et puis surtout, le mieux, c'est quand même d'aller voir les gens et de se présenter à eux, et d'être convaincu de ce que l'on propose a du sens. Et du Mmh. coup, ça a pris une ampleur, a assez conséquente. Et ce qui a suivi après, ça a été, le choix, de comment j'allais me développer. Mmh. Bon, j'imagine que c'est quand même le choix de démarrer en franchise, ça a supposé que tu partes d'un modèle, préexistant, solide, sur lequel tu puisses communiquer. Combien de temps il t'a fallu pour, faire fonctionner la première agence, celle que tu avais créée, avant 3 ans. d'engager le 3 ans? 3 3 ans, ans. 3 ans, un peu plus de 3 ans puisque je la crée en 2003 et j'ai mon premier franchisé fin 2006. Donc Mmh. voilà, 3 années où, il faut dégager de l'énergie à tous les niveaux pour les clients finaux et chez les fournisseurs. Et donc la petite anecdote, c'est que c'est un ami qui m'a rejoint qui était couvreur dans le Nord et qui est devenu, donc qui était, technicien et qui a une belle réussite aujourd'hui. Et ça a été compliqué pour moi d'accompagner un technicien, parce que le business plan, ça lui parlait pas, le recrutement, ça lui parlait pas, le management, ça lui parlait pas, donc ça a été douloureux, mais encore une fois, c'était une réussite. Et puis la 2e personne qui m'a rejoint, c'est un commercial qui me vendait des produits de traitement et il voulait absolument faire comme moi. Et je lui dis: «Tu peux pas, tu es un commercial». Donc j'ai refusé pendant 6 mois et il était tellement tenace que je lui ai dit: «Vas-y, fais-le, je vais t'accompagner, mais ça va être difficile». Et en fait, j'ai découvert que c'était beaucoup plus facile parce qu'en Ah ouais. réalité, j'avais à lui enseigner une technique, mais lui, il savait ce qu'était un business plan, il savait ce qu'était un client, il savait ce qu'était un collaborateur. Il n'était pas focus sur, juste exécuter le chantier. Il avait déjà une vision 360 et ça m'a obligé à me réinventer sur les cibles qui étaient mes futurs franchisés. Et aujourd'hui, c'est quoi alors le profil type d'un franchisé ou d'un futur franchisé Attila? C'est quoi vos critères de recrutement? Alors, Ils viennent c'est d'où déjà? avant tout, Ils c'est ont quel âge? alors ils ont en moyenne 45 ans. C'est avant tout un projet humain, puisque moi qui viens du terrain, j'ai besoin de sentir que c'est un projet que le gars porte en lui et que c'est pas un financier qui veut investir. Ça fait partie de nos valeurs. Et puis c'est souvent, on a fait ce qu'on appelle une audit, ça s'appelle l'indicateur de la franchise, qui audite les franchiseurs. Et ce qui ressort, c'est que c'est tous des bac+3 minimum à bac+5, Mmh. tous d'anciens managers, de chez Auchan, Decathlon, Orange, bref, tous ceux qui peuvent potentiellement de la pharmaceutique, de l'industrie, voilà, ce sont des managers et des cadres qui nous rejoignent après, avoir bien servi dans leur groupe, qui, décident à 45 ans de créer leur entreprise. Ils n'ont pas l'idée et ils décident de rejoindre Attila à ce moment-là. Mmh. OK. Et alors, quand tu regardes maintenant cette histoire avec un peu de recul, peut-être que tu analyses les choses, quels ont été les facteurs clés de succès qui ont permis ce développement, pour arriver aujourd'hui à ces chiffres d'affaires et nombre de 1 300 collaborateurs? C'était quoi les ingrédients de la réussite d'Attila? Ou qu'est-ce que sont les ingrédients de la réussite? Alors, je pense que le premier, c'est la ténacité. C'est la ténacité, c'est le fait de ne pas, de tenir bon coûte que coûte, parce que chose peut-être que dont je t'ai pas parlé jamais, mais le pire a été, ma pire année a été 2009. J'avais 4 ou 5 franchisés dont seulement 3 matures et il y en a un qui m'a planté et j'étais à 2 doigts d'être Banque de France. Ah oui, ah oui. Ouais, j'étais à 2 doigts d'être Banque de France, ça s'est joué en 1 minute, chez le banquier, qui a, accepté un truc qu'il n'aurait pas dû. Et voilà, j'ai réussi à lui prouver que j'allais y arriver, mais j'ai eu très peur à ce moment-là et je ne il a vu ma détermination. Donc la 1er sujet, c'est la détermination et d'être sûr de ce qu'on fait et du sens qu'on y donne. En tout cas, c'est mon analyse, avec après beaucoup de remise en question. C'est-à-dire, écouter, mes franchisés a été pour moi un savant mélange entre écouter pour comprendre tout ce que je devais améliorer et tout ce qu'ils pouvaient m'apporter, et aussi, à l'inverse, garder le cap, puisqu'ils avaient tous des meilleures idées les unes que les autres.
Mmh. Et à un moment donné, il fallait un patron qui garde le cap parce que de chez Attila, on a eu plein d'opportunités. On aurait pu dévier 100 fois de la maintenance de toiture. Il y a eu l'époque de l'amiante, il y a eu l'époque de l'isolation, il y a eu l'époque des panneaux solaires, plein de sujets qu'on n'a pas traités parce que je savais qu'on n'avait rien fait en termes de potentiel marché par rapport à la maintenance du toit. Donc il faut, pour moi, de la ténacité, de la remise en question, avec ce subtil mélange de garder un cap. Mais j'ai beaucoup appris, j'apprends toujours de mes franchisés. Quand quelqu'un parle de quelque chose qui dysfonctionne, c'est un ressenti, donc par définition, un ressenti est toujours juste. C'est dur à entendre, hein, parce que quand on se bagarre tous les jours et qu'on vient nous dire que ça va pas, et Mmh mh. qu'on se donne le meilleur de nous. Et donc voilà, donc c'est des choses que j'ai appris, et donc se réinventer, innover en informatique, innover en technique, innover en marketing, innover en expérience client, innover en formation, innover tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Mmh. c'est un grand patron, qui m'a dit un jour, «C'est quand ça va bien qu'il faut se réinventer». Mmh. Tu parlais de formation, tu as même, créé l'école du capital toi. Qu'est-ce que c'est l'école du capital toi? Alors le capital toit, TOIT, soyons précis, c'est évidemment, ce que nos clients possèdent, et le toit pour nous est une vraie valeur, ne pas enfouir des déchets et refaire prématurément, ne pas mettre, 50 000 ou 100 000 € 10 ans trop tôt. Donc c'est un capital qu'on prolonge, qu'on préserve, et puis évidemment, le seul moyen d'y arriver, c'est le capital humain. Donc c'est bien, chez nous ça fait un jeu de mots, mais c'est profondément dans notre ADN, c'est profondément dans notre responsabilité, et je l'ai créé il y a 4 ans. Donc tu vois, l'entreprise, le réseau a 15 ans, et ça fait que 4 ans parce qu'on peut pas tout faire tout de suite. Et c'est vrai que cette école, pour moi, c'est une école, qui garantit l'évolution des personnes, leur capacité à grandir, à être la meilleure version d'eux-mêmes, à proposer des carrières. Et donc on a au sein de cette école du Capital Toi, TOI, plein de formations qui sont, je crois que la technique, c'est que 40. Le Mmh mh. reste, c'est, du management, du commerce, de, on et voilà, et même prise de hauteur de nos dirigeants. Donc il y a des formations pour les dirigeants, des formations pour les responsables d'agence, des formations pour les commerciaux, des formations pour les techniciens et pour Technicien. les assistants. Mmh. Alors tu es connecté aux besoins de ton environnement et tu continues en fait, de travailler sur des projets innovants. Mais peut-être avant de parler de ça, aujourd'hui tu es toujours le président d'Atelia, tu en es le PDG aussi? Comment ça s'organise le pilotage du réseau? Alors, merci de me poser cette question, parce que ça résonne en moi. J'ai parlé de la souffrance que j'ai eue quand j'étais petit, et en fait, je suis obsédé par déléguer à meilleur que moi. Mmh. Depuis, depuis toujours, j'ai compris que, i la valeur ajoutée que je pouvais apporter à mon entreprise n'était pas dans l'exécution, mais dans la coordination, dans la permission, à mes collaborateurs. Et donc rapidement, j'ai su déléguer. Avant, je corrigeais tous les devis de mes franchisés. Bon, aujourd'hui, heureusement que non, parce qu'on parle de 100 000 Non. devis à l'année. Donc mais à l'époque, j'étais sûr, Mmh. sûr, Bruno, que, mon savoir-faire, c'était de corriger. Et on m'a dit un jour: «Benoît, si tu corriges plus les devis Les devis. de tes gars». Et donc tout ça m'a obligé à organiser une entreprise qui, avait des relais. Et j'ai été donc d'abord, je me suis équipé, de gens compétents, plus compétents que moi-même en technique. J'ai décidé de déléguer le marketing parce qu'au début tu aimes faire ça, mais au final je l'ai délégué, jusqu'à arriver à la direction générale, où à un Mmh. moment donné, je me suis plus senti la bonne personne au bon endroit. Et donc j'ai Mmh mh. décidé il y a 7 ans, de mettre un directeur général, que j'accompagne, voilà. Mais aujourd'hui, je suis entre guillemets «libre» de pouvoir, prendre soin, des gens qui travaillent pour moi. J'essaye de le faire au mieux, mais j'ai cette, disponibilité-là. Et honnêtement, je suis convaincu que c'est là où je suis certainement le meilleur. Mmh.
Donc tout ça, sans doute, ça t'a permis de dégager du temps pour d'autres choses et une de tes particularités, tu en as plusieurs, mais c'est qu'en plus d'être chef d'entreprise, tu es devenu coach. Oui, c'est vrai. D'où est venue cette idée-là? Comment tu t'y es pris? Et qu'est-ce Eh que tu en bien, fais aujourd'hui? encore une fois, on va revenir à l'enfance, pas de développement personnel pour les gens que j'ai côtoyés, pas de remise en question, donc c'était instinctif chez moi, mais à un moment donné, je me suis dit: «J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans la caisse à outils, et de comprendre ce que je fais peut-être de manière intuitive, que je fais peut-être mal, et donc je vais m'inscrire à une formation de 2 ans, pour, apprendre, les techniques, les outils. Ça a été 2 années assez exceptionnelles. C'est une formation complète qui s'appelle JBS, qui est, sur Lyon, et ça a été une révélation pour moi qui m'a confirmé à quel point, le développement personnel était une matière déjà intarissable, et sur lequel, mieux se connaître, c'est, mieux prendre soin de soi, c'est aussi être plus grand pour les autres. En tout cas, c'est ce que je crois, plus disponible, pour les autres, et donc voilà, ça a été pour moi une révélation. Au départ, je voulais comprendre plus de choses, et au final, j'ai appris, de moi encore plus. Donc aujourd'hui, en effet, je coach de manière professionnelle des dirigeants, pas beaucoup parce que je trouve ça épuisant, Bruno, de coacher. Je trouve c'est plus facile de diriger des boîtes que de coacher, donc je prends 2 chefs d'entreprise qui sont intéressés par ma proposition, pour À la les fois. accompagner, Mmh. et puis je participe à une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui est une association créée par la famille Muliez, qui, avec qui on reçoit des gens qui ont déposé le bilan. On appelle ça les entrepreneurs en rebond, qui est une école de l'humilité. Je les coach, bénévolement, mais ils m'apportent énormément en termes de résilience, de compréhension, et puis, voilà, et je m'en sers des fois, mais pas trop, pour coacher ma fille. C'est pas simple, c'est là, pour le coup, ça marche moins bien. Mais voilà pour la petite anecdote du Mmh. coaching qui, pour moi, est un outil que je recommande, à toute personne qui a envie d'être une meilleure version de soi-même. En tout cas, pour moi, Mmh. ça a été riche. Je vais apporter une petite correction parce que je connais bien 60 000 rebonds. Je m'y suis investi aussi. C'est un certain Philippe Rambaud, qui n'est pas de la famille Mullier, qui a créé la première association à Lyon parce qu'il avait lui-même vécu, la fin de son entreprise et il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de solution apportée aux entrepreneurs dont l'entreprise fait faillite. Mais c'est vrai que la famille Mullier, notamment par la personne d'un de ses membres, Guillaume Mullier, a beaucoup développé et a contribué au développement de cette association. On peut lui D'accord, moi rendre je hommage. connaissais Guillaume Voilà. Mullier. Je connaissais Bah, c'est lui, c'est directement. lui. Voilà, Voilà. c'est lui, c'est lui. Voilà, il a été important pour le développement de cette association. D'accord. Mais est-ce que d'avoir, travaillé en développement personnel dans le cadre de cette formation coaching, en quoi ça a changé ta manière d'être et d'agir comme dirigeant au quotidien? Est-ce que tu sais nous dire ça? Qu'est-ce que ça a changé au fond? Oui, ça a changé beaucoup de choses. Alors avant, je voudrais quand même préciser, hein, parce que je viens quand même du terrain, avant de faire du développement personnel, il faut déjà, être entre guillemets «bien nourri». Bien nourri, ça veut dire avoir une entreprise qui tourne et qui fonctionne bien, parce qu'on n'a pas de Beh, oui. disponibilité, personnelle si on est obsédé par, la trésorerie qui est trop basse, le commerce qui rentre pas. Donc je voudrais, dire évidemment que le développement personnel, c'est quelque chose qui vient, avec une forme de sérénité aussi dans le concret du Mmh. quotidien, et c'est ce à quoi je me suis, Mmh mh. investi. Après, ta question, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment ça a pu transformer ta manière d'être un dirigeant? Hem, je pourrais le développer, mais l'impulsivité est quelque chose qui, traduit des peurs. Quand on est chef d'entreprise, on peut avoir des réactions un peu des fois, soit, heu, on externalise, soit on internalise, mais en tout cas, on fait du mal, heu, à soi-même, aux autres, par en tout cas, avec aucune volonté de le faire. Mais en tout cas, ce que j'ai découvert avec le développement personnel, c'est de mieux comprendre les peurs qui s'activaient en moi. Il faut savoir que Mmh. la peur est quelque chose de très positif potentiellement si elle est utilisée comme un carburant Oui. positif du stress. Mmh. Il y a pas de problème là-dessus, bien au contraire. Mais comprendre, pour moi, d'où venaient mes peurs
et voir le scénario se reproduire, ça m'a permis d'être plus en harmonie et en meilleure relation avec les autres. Au-delà, après, d'outils qui sont passionnants. On a étudié 59 concepts, des centaines de penseurs qui ont travaillé toute leur vie, certains sur certains sujets, et c'est une ouverture au monde avec des outils concrets. C'est pas rien. Donc c'est aussi c'est concret. C'est pas juste flou. C'est pas juste de la poésie. C'est aussi des mécanismes d'animation d'équipe, des mécanismes de vision stratégique d'entreprise. C'est aussi des choses très pragmatiques, hein, qui m'ont De aussi l'intelligence émotionnelle, j'imagine nat aussi? évidemment, Mmh. évidemment, l'intelligence émotionnelle et tant d'outils et tant d'outils et de rencontres de lecture de bouquins. Moi qui aimais pas trop l'école, je me suis intéressé plus à des choses qui me parlaient, voilà. Donc en effet, sur le sujet du développement personnel et du coaching en particulier, énormément d'outils, de connaissance de soi et une meilleure relation à soi-même et aux autres de fait. Mmh. Depuis que je te côtoie, j'ai l'impression que la question du sens, elle est majeure. J'ai l'impression quand je t'ai déjà entendu au milieu de tes équipes, tu pilotes beaucoup autour de la question du sens. Ouais. Comment ça se traduit concrètement ça? Le sens, c'est quelque chose qu'on peut perdre. On peut perdre le sens olfactif, on peut perdre le sens de la direction, on peut perdre le sens veut dire tellement de choses. Mais moi, je le traduirais de manière simple. C'est quand vous êtes au bout, épuisé, comme beaucoup de chefs d'entreprise, dans une forme de burn-out. Si vous retrouvez pas le sens qui vous fait lever le matin, bah, on reste par terre. Mmh. On s'épuise et on reste par terre. Donc pour moi, le sens, c'est le truc qui, à un moment donné, dit: «Bah, je me lèverai tous les jours pour cette raison-là, quoi qu'il m'arrive, parce que c'est ce qui est important pour moi, de vivre et de faire». Le sens, c'est aussi ce qui nous fera dire non, ce qui nous fera dire: «Là, je le sens pas, j'y vais pas». Moi, mon sens profond pour mon entreprise, c'est toujours pareil, hein, parce que mon père n'avait pas pris de soin de lui, mon beau-père non plus, et ils prenaient pas trop soin de leur famille. C'est la protection des personnes, des biens, puisque Attila, c'est de la toiture, et la planète. Et la protection des personnes, je te donne un exemple très concret, mon sens, c'est prendre soin des gens. Et comme on travaille sur les toits, bah, faut savoir qu'on utilisait historiquement la flamme. Et sur les toitures, il y a énormément d'incendies, il y a 16 000 incendies, et malheureusement, bah, ça fait partie, pertes et profits dans le domaine de l'étanchéité. Et moi, avec ce sens profond, je me suis dit: «C'est pas possible. Je me lève pas le matin pour prendre le risque de foutre le feu». Donc ça a mis 4 ans, mais j'ai été déterminé, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'on me dise. Mon réseau m'a dit: «Benoît, on va s'en aller parce que la flamme, c'est notre savoir-faire. La flamme, ça nous évite d'être moins cher, et là, tu nous embêtes avec des techniques à froid, qui viennent de Suède, de Finlande, avec des trucs improbables». Et puis, j'ai dû me battre auprès des assurances et aujourd'hui, depuis 2 ans, on est le premier réseau, Bruno, à être zéro flamme, donc on n'a plus aucun incendie. Les dernières années, on avait 2 à 3 incendies. Mmh. Donc, et l'école du capital toi dont on parlait tout à l'heure, c'est le sens, protéger les personnes. Donc moi, je me lève le matin en me disant: «Est-ce que ma contribution au monde, en toute humilité, elle est de permettre à des gens, de pouvoir se développer? Est-ce que je contribue à ça, à avoir des gars qui tombent pas du toit, des toitures qui sont prolongées?» Le sens, c'est vraiment ça, et j'ai mon sens personnel, à titre Benoît Lahaye, j'y travaille parce que c'est compliqué, c'est de créer des espaces de sécurité pour que les gens que j'aime puissent s'y développer. Là, c'est un sage 18e dan. Je suis très loin de ça, mais pour moi, mon sens personnel, c'est ça, c'est-à-dire accueillir des gens dans la famille qui sont pas contents et les laisser parler, accueillir. Bon, c'est très dur à faire, mais en tout cas, c'est ce sens-là, et donc le sens pour moi, c'est le truc qui vient nous rechercher en permanence et qui nous évite, de souffrir et d'aller là où on n'a pas envie d'aller. Donc c'est très important pour moi, et le sens chez Attila, je te l'ai dit, c'est la défense du capital, toi.
Si on me dit: «Faut faire, du panneau solaire, de l'isolation, de» non, ça rentre pas dans le sens de prolonger la durée de vie des toits, donc on le fera pas. J'aime bien ce que tu viens de me partager parce que en fait, tu montres que c'est sans doute important pour tout chef d'entreprise de distinguer la raison d'être de son entreprise et sa raison d'être personnelle, qui n'est peut-être pas forcément complètement la même. Et ce que tu viens de nous dire déjà de la raison d'être d'Attila, c'est que quand on travaille sur le sens, ça peut paraître un peu philosophique, voire spirituel, mais finalement ça va s'incarner très concrètement dans notre business model et dans les prestations qu'on va délivrer. Là, tu nous expliques ce refus de techniques qui pourraient créer des incendies. Ça, c'est des choix engageants finalement qui vont transformer le quotidien. C'est pas de la philosophie. Et j'allais dire, le sens de notre travail est au service de notre sens personnel. Sinon, on s'épuise. C'est le fameux Ikigai que j'invite à tout le monde à regarder. Pour trouver, sa place dans la société, il faut qu'on puisse servir notre besoin à nous. Et Dieu seul sait qu'avec toutes les opportunités, il y en a plein, mais heu, voilà, le sens que nous donnons dans notre travail doit venir nous nourrir dans notre sens profond et ça, il Et faut, peut-être réciproquement. et voilà et peut-être Ouais. réciproquement. Tu as parlé d'Ikigai, tu veux nous en dire plus là pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient aller C'est un creuser ça? concept qui est en fait, c'est être utile, et trouver ses propres lumières et sa résonance dans son utilité au monde. Donc c'est un concept, que vous trouverez, facilement sur internet et c'est, se poser la question de quelle est son utilité? Qu'est-ce que j'aime faire? À quoi je sers dans la société? Et je dois gagner évidemment de l'argent. Donc c'est la convergence des 4 sujets qui permet de trouver, heu, notre positionnement dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est Mmh. ces 4 questions à se poser. Mmh. Benoît, je pense que je trahis pas de secret important en disant que ton fils Clément a rejoint l'entreprise. Oui. Tu n'as pas peur d'être un contre-modèle pour, Clément? Écoute, j'ai trouvé un homme formidable parce que j'ai cette crainte, hein, qui les a coachés qui s'appelle Bruno et qui les a coachés quand ils avaient, l ça doit faire 7 ans ou 8 ans, donc Clément avait tout juste 20 ans, ma fille devait en avoir, 17-18 pour qu'ils puissent, savoir eux-mêmes ce qu'ils voulaient, faire et donc si je suis un modèle, j'espère que grâce à ce travail que je leur ai demandé de faire, de réfléchir sur eux-mêmes, ce que vous voulez, et ben, je serai un modèle ou un contre-modèle. L'important, c'est Oui, qu'ils soient épanouis et heureux. libre et libre Libres, de choisir libres, qui ils ont envie d'être. Oui, c'est ça. évidemment. Oui, oui. Eh beh, écoute, je pense qu'il est temps de conclure. J'aimerais te poser 2 questions pour terminer. La première, c'est quand tu regardes déjà ce que tu as vécu, puis il y en a encore d'autres choses à faire et puis on n'a pas parlé de digital, mais tu nous en C'est diras vrai, quelques on n'a mots pas quand parlé même, hein. d'intelligence Ah ben, artificielle. on va tout de suite en parler parce que tu es un innovateur et tu continues d'engager des projets nouveaux et là, tu m'as indiqué que tu avais créé une application destinée en particulier aux artisans qui ont des devis à faire pour, tout simplement gagner du temps grâce à l'intelligence artificielle. Je te donne la parole pour, nous en dire quelques Oui, mots. pour ce sujet-là, écoute, merci. C'est un sujet central pour moi, dans les années futures. Ça va bien au-delà d'Attila. On est toujours sur le même sujet, comment aider les gens, comment leur être utile et notamment mon constat, bien au-delà d'Attila, c'est que dans l'artisanat, les hommes, et les femmes font leur devis le week-end, le soir, le matin. C'est très compliqué, c'est très énergivore et Et surtout, il ils faut sont pas se seuls. louper. Il Eh faut pas ouais, il se faut pas louper. se louper, ils sont seuls, c'est compliqué puisque 90 des 60 000, des 600 000 entreprises du bâtiment, 600 000, hein, sont, 90 sont moins de 5 salariés. C'est incroyable le sentiment de solitude et donc j'ai créé une application qui s'appelle Atix, A-2-T-I-X et qui a pour ambition de permettre à l'artisan, sur place, en moins de 60 secondes, de faire son devis
de manière très technique. Ça respecte les normes, les DTU. Et puis cette intelligence artificielle apprend de lui. Elle apprend aussi des déboursés. Elle apprend, donc ça va être un vrai coach. Cette application n'est pas une application pour faire que des devis, des factures. Elle va apprendre de lui par plein de méthodes que j'aurai l'occasion peut-être une autre fois mais en tout cas, aujourd'hui, il suffit de dicter, de lui parler. Elle va nous interroger. Elle va nous aider à respecter les règles. Et vraiment, on clique et le devis apparaît avec les temps, les fournitures, les marges. Et puis, quand on corrige et qu'on enregistre le devis, eh bien, elle apprend de nous et elle nous reproposera qui nous sommes avec notre manière de chiffrer. Donc, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va respecter l'individu, le processus et qui va l'aider au fil de son utilisation à améliorer. Elle est connectée quand même à des bases de données pour, connaître les tarifs d'achat? Absolument. Oui, Elle est c'est ça. connectée alors là, on est dans les LLM, on est dans une technologie, elle est connectée à plein de bases différentes, c'est croisé et ensuite elle a une proposition sur tous les métiers, peu importe que vous soyez maçon, couvreur, charpentier, menuisier, ébéniste, que vous voulez, Mmh mh. l'application pourra vous répondre, à Mmh. 90%, 95%, pour pas dire 99, mais vous aurez la main dessus et vous ferez Mmh. de ce qu'elle vous proposera, ce que vous voudrez et donc vous garderez votre personnalité, votre type de chiffrage. D'accord, donc A2TIX, ATIX, c'est disponible sur, Sur les toutes stores et les Android. toutes les stores, voilà, et c'est le tarif là, c'est Alors quoi le coût on l'a de pas booké, mais ça va être entre 29 et 39 € par mois, par ce qui mois? va Mmh. être, tu vois, tout à fait accessible Ah oui. pour faire les devis sur place, plus avoir à les faire à la maison. Franchement, pour avoir du déboursé puisque ils pourront Mmh. scanner juste une photo de la facture des fournitures, ils vont l'injecter dans le devis et du coup, on aura des déboursés plus, voilà, Ah excellent. plein de choses Mmh. Bruno, mais c'est D'accord, exceptionnel l'intelligence artificielle, c'est bien vrai. utilisée intelligemment, comment elle va relaisser du temps aux êtres humains pour peut-être passer plus de Mmh. temps en famille ou avec la relation clientèle. Mmh. Bah, écoute, bravo et longue vie à Atix et à tous ceux qui vont s'en servir. J'en viens à mes 2 questions finales. Quand tu relis ce parcours, magnifique là, plein de plein d'énergie entrepreneuriale, j'imagine que tu as connu aussi des moments difficiles, tu nous en as évoqué un ou 2. Ça a été quoi ton plus gros échec et plus intéressant encore, qu'est-ce que tu en as appris? Mon plus gros échec, par rapport à qui, je suis, ça a été la rupture, avec, des gens, qui étaient des belles personnes avec qui on se comprenait plus Mmh mh. et je pense que mes peurs y étaient pour beaucoup. Mmh mh. Donc en réalité, j'ai perdu, en relation 2 ou 3 personnes qui comptaient pour moi dans l'environnement Mmh. parce qu'à un moment donné, je n'étais pas en mesure de maîtriser, Mmh. cette peur de l'échec. Alors je le renie pas parce que des fois il faut aussi un peu, mais la forme, la manière est tellement important. C'est-à-dire que le fond est central, mais la forme est importante. Donc ce que j'ai retenu de ça, c'est ce fameux, «Connais-toi toi-même». Et pour être encore à une meilleure version. Donc j'y ai travaillé, tu vois? J'ai tellement appris et ça m'a tellement impacté. Après les échecs, autres qui sont matériels, financiers, je les referai tous parce Mmh. que c'était l'école de la vie. Ils m'ont tellement appris que je les referai tous. Mmh. Eh bien, puisque tu viens aussi du monde des artisans, puis tu es devenu maintenant un chef d'entreprise et un entrepreneur, tu es un entrepreneur, tu as l'opportunité là, peut-être d'adresser un message à tous les artisans de France, peut-être d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, peut-être en termes d'encouragement? Vraiment ce que je ressens, c'est que c'est la manière de penser qui nous permet, de se sortir des impasses. Le contexte est trop souvent quelque chose qui nous écrase et qui est le contexte est vrai, il existe pour tout le monde. Mais le seul moyen de sortir de ce contexte qui nous écrase, c'est notre manière de penser. Est-ce Mmh. que je pense positif? Est-ce que je pense solution? Est-ce que je suis prêt à me faire aider? La solution est en moi et il y en a plein des Mmh. solutions. Donc moi, j'ai envie de leur dire, si vous subissez,
franchement, il y a plein de pistes pour que vous puissiez, vous sortir de cette impasse. Faut-il, se poser et puis commencer à penser positif pour trouver des solutions et ne pas subir comme ce que j'ai pu vivre. Donc, et l'étape d'après, c'est profiter d'innover, profiter de déléguer, profiter de plein de choses. Mais le premier chose, c'est de dire, il y a plein de solutions et on les a en nous et elles existent vraiment. Ah bah, super Benoît, merci de ce partage que tu adresses à tous les artisans et aussi entrepreneurs de France. Merci de nous avoir partagé ton histoire d'entrepreneur, l'histoire d'Attila et puis de nous avoir ouvert sur ces sujets du sens de l'innovation. Merci beaucoup, à très bientôt Benoît. Merci à toi Bruno de m'avoir interviewé. C'est un plaisir. Au revoir.